Bonjour tout le monde. Donc, il est 11h58. On va commencer la plénière de clôture dans une petite minute, le temps que tout le monde arrive, tout le monde se prépare. Pour ce temps d'échange, est-ce que c'est un vrai temps d'échange? La plénière de clôture a été pensée comme un vrai temps d'échange avec tous les participants. Vous avez peut-être pu voir un petit aperçu de ce qu'on vous a préparé et vous n'hésiterez pas à utiliser le chat pour ce faire. Je propose à Jérémy, Jean-Jacques et Élodie d'ouvrir vos micros et vos caméras. On est là. Super. Voilà, c'est bon. Vous m'entendez aussi? Très bien, Jean-Jacques. Jérémy? C'est bon? C'est bon. Écoutez, il est 11h59. Moi, je vous propose de prendre 7 minutes d'avance pour gagner une minute en plus. Merci d'être présent pour cette plénière de clôture de cette matinale de l'eau consacrée à la gestion des eaux pluviales. Pour cette plénière de clôture, je suis en compagnie de Jérémy Sténinger, Élodie Brelot, Jean-Jacques Hérin. Et on va vous poser d'abord une question à vous avant d'entamer et de donner la parole à Jérémy pour qu'il nous présente la TEP. On a une question à vous poser. Est-ce que vous pouvez, dans le chat qui est mis à votre disposition par le groupe Co, par l'outil d'Idealco, est-ce que vous pouvez nous donner un mot qui résumerait votre matinée? Donc, pensez à ce mot-là pendant toute la durée de la plénière de clôture pour que vous nous partagiez votre sensation. Un seul mot, hein, le challenge est là, un seul mot pour résumer ce que vous avez vu, entendu, compris, appris ce matin. Donc, c'est le challenge que je vous propose. Donc, utilisez le chat et l'équipe d'Idealco nous fera une synthèse en nuage de mots de l'ensemble des interactions des gens. Merci d'accepter le challenge. On va avoir un petit rapport d'étonnement. Avant, peut-être, j'aimerais donner, comme je disais, la parole à Jérémy pour qu'il nous présente la TEP. Jérémy, comment présentes-tu la TEP aujourd'hui? Merci Arnaud, bonjour à toutes et à tous. Alors, comment présenter la TEP? Donc, la TEP, c'est effectivement une nouvelle structure qui est née le 1er octobre 2020. Donc, née le 1er octobre 2020, mais pour reprendre un petit fil de la matinée, pas née de la dernière pluie. Parce qu'avant d'être la TEP, on était l'IFA, et d'avant d'être l'IFA, on était le SNPEAI, et qu'au final, on a 47 ans d'histoire syndicale. Effectivement, la TEP, c'est une nouvelle aventure. La TEP, ce sont les acteurs du traitement des eaux de la parcelle. Donc, ça rassemble les fabricants, les entreprises de services et leurs partenaires pour contribuer à l'encadrement, à l'essor, au développement de la valorisation des eaux de la parcelle. Autour de 3 thématiques. Autour du traitement des eaux usées, que ce soit la séparation à la source ou l'assainissement autonome, que ce soit la récupération, le stockage ou le traitement des eaux de pluie, et d'une façon générale, la valorisation des eaux non conventionnelles, qu'elles soient eaux usées traitées, eaux ménagères ou eaux grises, comme on a envie de les appeler, ou qu'elles soient eaux de pluie. L'idée pour nous, ça a été de se dire, on a longtemps travaillé en cloisonné, on a des pièces de puzzle, on a souvent opposé l'assainissement collectif à l'assainissement non collectif, on a souvent opposé l'assainissement non collectif traditionnel aux toilettes sèches, on a opposé la gestion des eaux pluviales à la valorisation d'eau de pluie. Aujourd'hui, on a un panel de solutions complémentaires, des pièces de puzzle qui peuvent s'imbriquer les unes et les autres pour apporter des solutions, conditions universelles dans toute cette matière-là. Il y a quand même un fil conducteur qui est d'aller vers une gestion au plus près de où ces eaux sont produites. Donc, pour les eaux pluviales, au plus près d'où elles tombent, pour les eaux usées, au plus près d'où elles sont produites. Et nous, on fait un fil conducteur, c'est finalement passer de la contrainte à une opportunité. On a beaucoup de contraintes de traitement, on fait peser beaucoup de contraintes, et de cette contrainte, faire une opportunité de valoriser ces eaux. Donc, c'est un peu l'objectif, nous, qu'on a dans le syndicat, et d'avoir un panel global, c'est-à-dire qu'on s'entoure des acteurs du bâtiment et de la construction, mais également des acteurs du paysage,
parce qu'effectivement, enfin, comme l'a dit Jean-Jacques et Élodie en ouverture, il y a une transversalité dans toute cette démarche. Ce n'est pas qu'une affaire de technicien de l'assainissement, c'est vraiment repenser la gestion de l'eau. Et ça fait écho pour nous un petit peu aux conclusions du second volet aussi des assises de l'eau, où il y a quand même une volonté d'aller vers une augmentation des volumes d'eau non conventionnels réutilisés en France. Donc, on est là pour accompagner cette évolution-là et proposer notamment les solutions techniques, mais également la vulgarisation et la pédagogie qui va avec tout ça. D'accord. Merci, Jérémy. 2 mots sur votre rôle au sein de la TEP. Le mien? Oui, votre rôle à vous, personnel. Eh bien, moi, je suis délégué général de la TEP. Effectivement, je suis salarié permanent de la structure. Je n'appartiens pas à une société. Donc, je suis là pour animer ce réseau d'entreprises et le faire vivre, et également le représenter comme je le fais ce matin. Bon, super. Écoutez, merci Jérémy pour cette présentation concise de la TEP. On sait, lors de la préparation de cette matinale de l'eau avec vous-même, Jérémy, Jean-Jacques et Élodie, vous vous êtes répartis le visionnage de chacun des ateliers. Et l'idée, c'est de faire un petit rapport d'étonnement de ce que vous avez vu, entendu ce matin. Et donc, l'idée de cette clôture, de cette plénière de clôture, c'est de vous donner la parole l'un après l'autre, de façon à ce que vous puissiez vous exprimer et partager avec notre auditoire la façon dont vous avez vu les choses ce matin. Donc, honneur aux dames, si vous le voulez bien, Jean-Jacques et Jérémy. Je donne la parole à Élodie, qui va partager avec nous et nous dire quel atelier vous avez assisté et ce que les enseignements ou les étonnements que vous avez pu en retirer. Élodie, c'est à vous. Merci beaucoup de me donner la parole en premier, c'est le plus simple. C'est sympa. J'ai suivi 2 ateliers. J'ai suivi l'atelier 2 sur les décanteurs hydrodynamiques proposés par Hydro International Estradal, donc Julien et Benoît. Et j'ai ensuite suivi l'atelier sur les smart systèmes en béton présenté par Lionel Maufron du CERIB. Je vous propose 4 petits points de réflexion et d'entrée. Enfin, peut-être déjà, donc, les décanteurs hydrodynamiques, c'est une solution qui vise à optimiser la décantation dans des systèmes de réseau de collecte qui est conçu et vu comme une solution de pré-traitement parce qu'effectivement, c'est une façon de protéger notamment des ouvrages à l'aval qui peuvent être sensibles au colmatage. C'est aussi utilisé comme une solution de traitement à part entière quand on rejette ensuite dans un milieu naturel, une autre surface. Et je dirais que l'enjeu principal, selon moi, je ne vais pas faire la promo, mais c'est d'optimiser les volumes des ouvrages pour optimiser la décantation dans un espace relativement réduit par rapport à des bassins de décantation traditionnels. J'ai vu qu'il y avait dans les questions des ouvrages avec floculants, etc. Sur le pluvial, j'ose à peine l'envisager, mais bon, voilà, c'est peut-être un sujet de discussion. Les systèmes en béton, on a vu la grande famille des produits en béton qui vont des solutions, je dirais, end of pipe, donc collectés, transportés dans des réseaux d'assainissement classiques, des réseaux classiques, des ouvrages de stockage amont avec des bassins, des séparateurs, des dégrilleurs, des réguleurs. Et puis, Lionel a mis l'accent sur toutes les solutions qui sont les solutions de revêtement drainant et les produits béton pour assises de chaussée pour optimiser les volumes de stockage d'eau pluviale sur des structures qui ont un usage aussi de maintien mécanique et qui peuvent être roulants. Donc, faire le lien entre les deux n'est pas forcément évident, mais je vous propose 4 points de réflexion. Le premier, sur la notion de gestion à la source, gestion en amont, gestion décentralisée. Ce que j'ai ressenti dans la présentation de Julien et Benoît, c'est que finalement, quand on dit décentralisé, on veut surtout dire déconnecté du réseau d'eau usée et déconnecté de la station d'épuration. J'ai l'impression qu'on dit décentralisé pour dire séparatif.
C'est-à-dire à partir du moment où les eaux pluviales sont gérées dans un réseau spécifique eau pluviale, j'ai l'impression qu'on dit décentralisé, y compris si on est au bord du bassin d'Arcachon, juste avant le rejet dans la mer. Donc cette notion de décentralisé, on a un petit problème de vocabulaire qui induit des problèmes de perception des solutions. Je pense qu'effectivement, toute solution liée au pluvial strict est déjà un atout fort, important, essentiel. Sortir les eaux pluviales des réseaux d'eau usée, c'est fondamental et on y apporte des solutions. Typiquement, si on est sur un réseau pluvial strict relativement centralisé, on a donc une concentration des flux et on a besoin de traiter cette eau de ruissellement parce qu'elle a concentré des flux d'eau et de pollution du fait du ruissellement et de la surface collectée. Je vais poser d'ailleurs la question des rapports de surface. On n'est pas dans du décentralisé, mais on est bien dans du séparé des eaux usées. Le deuxième point que je voulais évoquer, toujours par rapport à notre atelier 2, on a beaucoup fait référence à la GEMAPI, la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. Pour moi, la gestion des eaux pluviales et du ruissellement urbain, c'est notamment la directive eaux résiduaires urbaines. On a un enjeu très fort pour les collectivités aujourd'hui, qui est de réduire la fréquence de déversement d'eau unitaire par les déversoirs d'orage. Et c'est toute la limite de notre système unitaire qui, quand il est saturé, dès qu'il y a une petite pluie, il déverse des eaux pluviales mélangées à des eaux usées. Et donc, on a effectivement un impact qualité des milieux récepteurs, mais qui est traduit par cette directive européenne au niveau des eaux résiduaires urbaines. Donc, pour les collectivités, si elles veulent se mettre en conformité, elles doivent réduire la fréquence de rejet, elles doivent donc déconnecter les eaux pluviales du réseau. Et cette vision-là, elle est intéressante parce que la gestion des eaux pluviales, c'est alors aussi et beaucoup la gestion des petits événements. Parce que nos systèmes, ils saturent à la moindre pluie aujourd'hui. Et donc, l'enjeu, c'est de gérer les petites pluies. Sur Lyon, on dit que 80% des événements, c'est moins de 15 mm d'eau, 1,5 cm. Si vous le gérez sur la parcelle elle-même, vous devez stocker, ralentir 1,5 cm sur un événement. C'est ridicule. Effectivement, quand c'est des rapports de 1 à 10, ça devient 15 mm. Enfin, ça devient un rapport 1 à 10, ça fait 15 cm d'eau à stocker ou à gérer. Et puis, si vous êtes sur un rapport de 1 à 20, à 30, à 40, ça fait plus. Mais 15 mm d'eau à gérer, déjà sur tous les événements pluvieux, vous réduirez d'autant la fréquence de déversement du système d'assainissement global et vous favoriserez la mise en conformité du système. Donc, c'est important de gérer ces petites pluies. Ça contribue effectivement au bon fonctionnement du système global et c'est un objectif réglementaire fort. J'espère que je ne suis pas trop longue. Non, très bien. Élodie, je vais juste vous demander pour les 2 derniers points que vous voulez soulever de les faire en 1 minute 30 si c'est possible. OK. Le troisième point le troisième angle d'approche que je voulais vous proposer, c'est la séquence éviter, réduire et compenser, qui est une démarche largement usitée en matière d'environnement et de développement durable et qui, appliquée aux eaux pluviales, a vraiment du sens. Et je pense que c'est intéressant à chaque fois qu'on a un projet de se poser cette question. Qu'est-ce que j'évite? Qu'est-ce que je réduis? Et qu'est-ce que finalement, n'ayant pas su éviter et réduire, qu'est-ce que je compense? Éviter, c'est éviter d'imperméabiliser, éviter d'accélérer le ruissellement, éviter d'entraîner la pollution avec le ruissellement, éviter de raccorder les eaux pluviales à un système d'assainissement. Réduire, c'est réduire les surfaces collectées, c'est ce qui est très actuel, c'est désimperméabiliser. Je crois que les Québécois, ils disent débitumiser. Voilà, ils enlèvent le bitume. Débitumer, tout simplement. Voilà, débitumer. Mais voilà, réduire, c'est réduire ces surfaces collectées, donc c'est déconnecter les eaux pluviales du réseau d'assainissement. Et puis compenser, c'est quand on n'a pas su faire autrement ou qu'on n'a pas la place ou qu'on n'a pas... On est obligé de faire et utiliser nos systèmes. Et donc là, effectivement, on peut aller sur du réseau séparatif. Et souvent, on ne construit pas le réseau pluvial, mais on reconstruit le réseau d'eau usée parce que là, on a besoin d'une petite canalisation. Et puis, on va optimiser le traitement avant rejet, la décantation. Voilà pour le point 3. Et pour le point 4, sur les solutions drainantes,
tout l'intérêt de ces solutions, c'est le multi-usage, mais je pense qu'on y reviendra certainement. Et revenir sur ces problématiques de capacité d'infiltration et de colmatage. Quand on est à la source, finalement, il y a très peu de colmatage, voire pas du tout. C'est plutôt des précautions dans la mise en œuvre des solutions en phase de chantier. C'est plutôt des précautions d'usage. Et enfin, quand vous avez une capacité d'infiltration du matériau qui est de 10-3 à 10-5 mètres par seconde, je ne suis pas super bonne en calcul, mais ça fait quand même quelques centimètres d'eau à la minute. Et même si vous réduisez d'un rapport de 10, vous aurez toujours une capacité d'infiltration largement suffisante si vous êtes dans des solutions de gestion à la source. Il faut relativiser cette problématique du colmatage sur les ouvrages à la source. Voilà ce que j'avais envie de vous dire par rapport aux 2 ateliers que j'ai suivis et les points de vue complémentaires. Merci Élodie, merci beaucoup. Je vais donner la parole à Jérémy qui, pour les 5 prochaines minutes, va nous faire son petit rapport d'étonnement, un petit exercice live et on conclura avec Jean-Jacques. Jérémy, quel atelier as-tu suivi? Merci. Donc, j'ai suivi l'atelier 3 sur la dépollution des eaux pluviales en infiltration et l'atelier 5 sur la gestion à la parcelle pour un lotissement, comment se conformer à la réglementation. Donc, sur ces 2 ateliers, il y avait 2 approches différentes. Il y en a une où on est effectivement sur ce que dit Élodie de déraccordement, de séparatif avec la dépollution des eaux pluviales par infiltration. Parce que finalement, dans cet atelier-là, on est arrivé sur un équipement qui vient sur les solutions qu'on a au jour d'aujourd'hui, qu'elles soient imperméables, qu'elles soient des solutions d'ouvrage enterrés ou des solutions même fondées sur la nature, les nous. On vient par ajout d'un textile, c'était l'aquatextile, faire un traitement des hydrocarbures. Moi, ça m'a fait poser la question de cette notion de traitement. Qu'est-ce qu'elle représente finalement dans la part de la gestion des eaux pluviales? J'ai vu des chiffres où effectivement, il y a quand même des hydrocarbures importants dans les chiffres présentés, dans les eaux de ruissellement, mais également dans les eaux de toiture. Donc, ça m'interroge un petit peu de savoir quelle est la part et finalement la nécessité de ce traitement dans notre gestion au sens large des eaux de pluie, des eaux pluviales. Et est-ce qu'on l'évite pas d'une certaine façon en étant le plus en amont possible et le plus à la source? Cet atelier était assez intéressant parce que beaucoup d'échanges, beaucoup de questions, et il restait beaucoup de questions à la fin sur la durée de vie des équipements, sur leur pérennité dans le temps, sur la fin de vie, sur le suivi des installations. On a entendu à la fin de l'intervention qu'il y avait un suivi qui était prévu de différents sites sur la qualité et les performances sur ce sujet-là. Ensuite, dans l'atelier gestion à la parcelle pour un lotissement, du coup, ça répond plus finalement à la vision que moi je projette. Et, on a vu un PLU un petit peu en avance, un PLU de 2013 qui demandait effectivement une gestion à la source, citait déjà à la valorisation qui proposait d'ajouter 1 mètre cube supplémentaire pour réutiliser des eaux par logement. Donc, ça a été vers des solutions de stockage, des solutions d'infiltration. On a vu que c'était combiné avec des sols, donc on voyait bien la complémentarité des démarches et on était dans une approche de fin finalement du tout tuyau. Et on a vu des retours d'expérience également dans cet atelier-là sur des cuves dites double fonction où on a un volume dédié au stockage d'eau pour la récupération et la valorisation, mais un volume également dédié à la rétention et à l'évacuation par infiltration. On a vu qu'il y avait une complémentarité des approches finalement, avec aussi, on a parlé de réservoirs aériens, et on a vu que ça tournait autour d'une volonté de la collectivité, d'une volonté publique de promouvoir ça. Et moi, ça m'a fait tout de suite tiquer sur peut-être un ouvrage qui n'est peut-être pas connu, j'espère qu'il est connu sur ce sujet-là, c'est le CEREMA, qui a édité en 2018 un petit guide qui était sur l'intérêt de l'utilisation d'eau de pluie dans la maîtrise du ruissellement urbain, où il y avait beaucoup d'enseignements, de choses qui étaient tirées de ce document-là. Et on voyait notamment que la sensibilité à la gestion des eaux pluviales pouvait passer par la sensibilisation du particulier, et que la sensibilisation du particulier, elle passe souvent vers un acte citoyen qui est l'utilisation d'eau de pluie,
Et on voyait, et c'est ce qu'on a vu dans cet atelier-là aussi, que, comme le disait Élodie, c'est souvent les petits événements qui sont à gérer, et on voit que les différentes solutions que nous offrent apportent des solutions. Une cuve simple de récupération d'utilisation d'eau de pluie joue un rôle dans la gestion des eaux pluviales à l'échelle de la parcelle, parce qu'on a des usages, on soutient, on remplit, donc ça a un rôle. Des cuves où on a deux volumes superposés, un volume dédié au stockage et à la gestion des eaux pluviales, et un autre volume de récupération dédié à la valorisation de cette eau de pluie, apporte un autre apport. Les raccordements de trop-plein à des dispositifs d'infiltration apportent aussi une solution complémentaire. Et on voit aussi que dans ce panel, il y a aussi, on peut aller beaucoup plus loin avec des vidanges préventifs des cuves quand on sait qu'un événement un petit plus important arrive pour pouvoir stocker et récupérer à la parcelle une partie du volume d'eau. Donc, je trouvais que cet atelier 5, il rentrait dans la vision un petit peu dépassant la question du traitement simplement des eaux pluviales. Merci, merci Jérémy pour ce retour éclairé et instructif sur tes participations d'atelier. Monsieur Hérin, j'ai l'honneur de vous donner la parole pour clore cette plénière de clôture, entre guillemets. Quel atelier avez-vous assisté? Merci Arnaud. C'est une lourde tâche que de devoir conclure. Bon. Moi, j'ai suivi les ateliers 1 et 4. Donc, atelier 1 qui était un retour d'expérience sur l'utilisation de la nature, mais aussi de la technologie en complément pour gérer les eaux pluviales, avec des présentations sur à la fois Épernay, donc un petit peu de bulle juste après les fêtes, là, donc de champagne qui nous est remonté à la figure, c'est bien. Et puis aussi un retour d'expérience sur Toulouse par rapport à une déchetterie. Moi, ce que j'ai et le deuxième atelier, donc sur la modélisation numérique, donc grand écart entre les deux présentations, les deux ateliers. Et donc, je vais essayer d'en faire une synthèse finalement quand même, malgré tout. Moi, ce que je retiens, c'est que du premier atelier, ce qui a été bien mis en lumière, c'est que d'abord, on utilise des solutions fondées sur la nature, et ensuite seulement on regarde pour utiliser les autres outils lorsque on a, entre guillemets, épuisé cette capacité à utiliser la nature pour gérer les eaux pluviales, les dépolluer, etc. Tout au moins les traiter pour la partie qui est traitable. Et donc ça, j'ai trouvé ça tout à fait intéressant, d'autant plus que c'était présenté à la fois au titre d'urbanisation nouvelle, donc complémentaire, donc d'éviter de rajouter de l'eau dans les réseaux existants. Donc ça, c'est le premier sujet tout à fait intéressant. Mais deuxième retour d'expérience aussi, qui était de déconnecter aussi des eaux pluviales dans l'urbanisation existante. Ce qui me semble effectivement être aussi important. Il ne faut pas aggraver la situation, mais il faut aussi améliorer la situation, et celle-là, elle passe par la déconnexion par rapport au réseau existant, donc saisir toutes les opportunités de renouvellement urbain, et on sait que la ville se renouvelle en moyenne globalement de l'ordre de 1% par an, et donc si on utilise ce 1% par an sur tous les dossiers, sur toutes les opérations urbaines, privées, publiques, eh bien, au bout de 10 ans, on peut avoir amélioré la situation d'au moins 10%. Et à partir du moment où on le fait en même temps qu'on fait des travaux, ça coûte généralement pas plus cher, d'autant plus que si jamais ça coûte un peu plus cher, il y a des subventions des agences de l'eau qui sont là pour aider les territoires là-dessus. Donc, il faut saisir véritablement ces opportunités-là, d'autant que cette déconnexion, elle a aussi un avantage supplémentaire en dehors de celui de créer une ville un petit peu différente, plus acceptable, plus verte, moins chaude pour les étés, mais c'est aussi de soulager les réseaux d'assainissement existants et donc de soulager les finances publiques des services d'eau et d'assainissement en particulier, quoi. Ça, il ne faut quand même pas l'oublier. Il y a aujourd'hui, si on suit les logiques qui avaient prévalu jusqu'à présent, c'était un peu une fuite en avant dans les investissements et dans les coûts de fonctionnement.
Et on ne parle malheureusement pas suffisamment des coûts de fonctionnement, des coûts d'exploitation. Donc là, on arrive à réduire véritablement, très sensiblement, les coûts d'exploitation. Le Douaisis en est un bel exemple puisque ces coûts d'exploitation ont été chiffrés et on est capable de démontrer véritablement les intérêts financiers importants, je souligne là-dessus, que l'on peut obtenir si on applique cette politique-là d'une façon généralisée. Pour autant, et je ne vais pas opposer ce que je viens de dire avec le deuxième atelier, qui parlait donc plus de modélisation et donc d'optimisation des réseaux d'assainissement existants. Et il faut continuer à améliorer les performances des réseaux existants. On ne va pas en un an, 10 ans, révolutionner les réseaux existants. Ils existent, il faut les faire fonctionner. Il faut les renouveler aussi, mais voilà, je crois qu'en France, on ne met pas suffisamment d'argent d'ailleurs dans le renouvellement des réseaux existants. C'est un point extrêmement important qui vient d'ailleurs percuter les objectifs réglementaires qui, eux, impliquent des investissements importants. On voit bien qu'il y a là une problématique et donc la déconnexion des eaux pluviales, c'est vraiment un sujet important qui va soulager les finances publiques notamment. Et donc ces réseaux existants, il faut continuer à les faire fonctionner, il faut continuer à améliorer leur performance, à la fois en termes d'impact sur les milieux naturels, mais aussi vis-à-vis aussi de l'adaptation au changement climatique. Et donc, la modification des régimes des pluies doit aussi être prise en compte, et donc la modélisation informatique des réseaux et d'obtenir leur performance améliorée ne s'oppose absolument pas au fait de déconnecter les eaux pluviales en urbanisation nouvelle comme en urbanisation existante. Voilà, donc on est plus dans la complémentarité, et puis bien évidemment, mais je n'ai pas suivi les autres ateliers, bien évidemment, je n'exclurai pas, bien sûr, le fait que les outils restent une nécessité quand on a un besoin de maîtriser la qualité de ces eaux pluviales, quand elles ont ruisselé, quand elles se précipitent sur des activités économiques qui peuvent présenter des risques importants, des pollutions accidentelles, etc. Et donc, on est bien dans une complémentarité, on est dans cette complémentarité, je pense que c'est là-dessus que j'insisterai. Sur le besoin de transversalité, je reviens sur le premier atelier. J'ai beaucoup apprécié le fait qu'il y avait cette réflexion importante dans la conception de projet, de dire mais j'utilise la nature, tout ce que je peux, les espaces verts, les espaces, et créer des espaces multifonctionnels, parce que c'est vraiment absolument important. Et cette multifonctionnalité des espaces conduit ou nécessite à la transversalité. Et ça, c'est pour moi quelque chose qui est absolument fondamental, parce qu'on est dans une société où on est un peu trop spécialisé, enfin, pas trop, non, je ne vais pas dire trop spécialisé, mais on a un monde de spécialistes, et ce monde de spécialistes a trop tendance à travailler dans son créneau, en oubliant qu'à côté de soi, il y a d'autres spécialistes, alors que la ville, le territoire, est un tout indissociable et qu'il faut travailler tous ensemble. Et donc ça nécessite effectivement de décloisonner et de travailler en transversalité. Et c'est particulièrement important dans un monde qui évolue et qui évolue de plus en plus vite, avec des problématiques de plus en plus lourdes à gérer et un changement climatique, donc, sur lequel il faut certes chercher à atténuer ce changement climatique, mais aussi à s'adapter à ce changement climatique. Et ça nécessite le concours de tout le monde. Et si on veut éviter que l'impôt, les charges des collectivités ne cessent d'augmenter, eh bien, il faut travailler tous ensemble, parce que quand on travaille tous ensemble, eh bien, on se rend compte que quand moi, je m'occupe d'une opération, d'un projet particulier, eh bien, si j'intègre les préoccupations de mes petits voisins, des autres services, des autres objectifs, eh bien, je me rends compte qu'on peut atteindre ces objectifs tous ensemble
plus vite, mieux et moins cher. Et donc, il y a là vraiment un élément absolument crucial, important, qui va nécessiter, bien évidemment, encore une fois, comme je le disais dans les propos introductifs, qu'il y a révolutionné les organisations des territoires, des collectivités, mais aussi des entreprises. Donc, c'est, encore une fois là, ne pas opposer les partis, mais et les services publics et les entreprises doivent travailler toutes en transversalité. Merci Jean-Jacques. Merci Jean-Jacques. Il me reste une petite minute avant de rendre l'antenne, comme on dit à la télé. On n'est pas à la télé, mais c'est presque ça. J'ai une dernière question pour tous les trois, la même que celle que j'ai posée à l'auditoire. Résumez-moi en un seul mot ce que vous avez vécu ce matin. Un seul mot. Je commence par Élodie. Ce que j'ai vécu ce matin, alors je ne sais pas si c'est ce que j'ai vécu, mais c'est en tout cas ce que je souhaite, c'est l'adaptation. Adaptation, ça marche. Jérémy. Un mot. Transversalité. Alors vas-y, j'ai pas, ça a coupé. Je retiendrai la transversalité. Transversalité. Allez, Jean-Jacques, un seul mot. Alors, comme Jérémy a évoqué transversalité, moi, je mettrais complémentarité. Complémentarité, ok. Moi, je vais vous partager le mot que je retiens. Moi, c'est le mot passion. Parce que la passion, elle se transcrit dans tout ce que vous avez dit, dans tous vos propos. Et vous êtes des gens passionnés et vous êtes des gens qu'on entendrait, qu'on écouterait pendant des heures. Mais le temps nous est compté, le temps, malheureusement, joue contre nous. Et il me reste 30 secondes pour vous dire que vous avez des rendez-vous prévus avec Idealco et mon réseau d'eau dans les semaines à venir. Donc, jeudi prochain, avec une webconférence sur l'élaboration des RPQS. Vous avez le Carrefour de l'eau au mois de mai en présentiel et en distanciel. Vous avez nos prochaines matinales de l'eau. Vous parliez tout à l'heure de patrimoine, Jean-Jacques. On en fait une spéciale le 8 juin sur la bonne gestion patrimoniale des réseaux d'eau. On va refaire une sur les objets connectés le 7 septembre, puisqu'on va parler des données avec les objets connectés dans le monde de l'eau. Et puis une au mois de décembre, on n'a encore pas le thème définitif, donc on est ouvert à vos questions. Vous dire aussi que toutes les présentations support sont déjà en téléchargement libre et gratuit sur le site monréseaudeau.fr. Donc, vous allez sur la page de la matinale de l'eau qui concerne celle d'aujourd'hui et vous verrez, vous pourrez recevoir dans votre boîte email tous les supports des présentations de ce matin, des ateliers. Il est 12h32. Je suis désolé, Christophe, de te rendre le micro avec 2 minutes de retard. Je vais me faire taper sur les doigts par la régie. Tout va très bien, merci beaucoup. Alors, je ne vais pas être très long. Je voulais vraiment remercier tout le monde. Alors, bien sûr, les animateurs en premier pour le respect du timing. On est vraiment dans un timing bien géré, parfaitement géré même. Merci. Bravo aux intervenants. Merci d'avoir été avec nous. Plus de 230 connectés ce matin. Donc, on est vraiment ravis. Alors, bon, ça c'est avec mes petits chiffres que j'ai notés à droite à gauche, mais bien sûr, on communiquera les résultats dès demain. Alors, moi, ce qui m'a marqué, c'est quand même que j'ai remarqué des personnes qui se parlaient et qui sont ingénieurs, architectes, animateurs de sages, spankers, fournisseurs, distributeurs, fabricants, maîtres d'œuvre, donc bureaux d'études, élus, paysagistes. Donc ça, c'est vraiment l'esprit matinal de l'eau, l'esprit collaboratif que l'on veut diffuser. Donc je pense que pour cela, les échanges étaient très riches. Sachez que cet outil, nous pouvons aussi vous le mettre à disposition, puisque certains d'entre vous organisent des journées, des matinées en présentiel chaque année et sont confrontés, comme tout le monde, à cette crise sanitaire et ont peut-être besoin d'un outil pour partager. Donc, vous pouvez, si vous le souhaitez, nous contacter, donc me contacter directement. Et puis, un dernier merci
Alors, je vous ai mis je vous ai mis les prochains rendez-vous dans le chat. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a des liens directs que vous pouvez donc rejoindre en cliquant dessus. Le 11 mars, le 17 mars, le 23 mars et le 25 mars, ce sont notre activité de webconférence. Un premier sujet sur la gestion de l'eau au cœur du mandat, un sujet sur le recrutement dans les SPANC. Alors là, c'est un sujet que nous traiterons micro, caméra ouvert. Qui veut vient, qui veut prendre la parole, la prend, et on partagera nos expériences. Le 23 mars, eau et changement climatique, ensemble éveillons les consciences. Le 25 mars, origine et traitement de la turbidité. Un dernier merci donc à l'équipe événementielle, Juliette, à Robin pour la technique et au Marie, si je peux le dire ainsi, pour les régies. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt. Je passe la parole juste une pour dernière la clôture à Luc Renard. Excuse-moi, est-ce que je peux te poser la question du mot unique que tu retiendrais de la matinée? Oui, bien sûr, oui. Alors, j'y ai pas réfléchi. J'ai suivi de loin le fond de cette matinée. Je prendrai peut-être, j'ai plus suivi les plénières, alors je prendrai peut-être transversalité. C'est un mot qui ressort depuis plusieurs années et que j'entends en fréquentant Élodie, Jean-Jacques, Jérémy. Donc voilà, c'est peut-être celui que je retiendrai avec l'animation. Est-ce qu'on peut donner la parole à Luc Renaudin? Est-ce que écoutez, Luc est dans la salle? Bien sûr, je suis là, vous m'entendez? Oui. Ouais. Bonjour Luc. Ouais, salut Jean-Jacques, mais je vous ai suivi depuis ce matin et voilà. Moi, je suis vraiment ravi et j'ai beaucoup appris et je me suis aussi beaucoup amusé sur cette matinale. Je dois vous remercier et je dois vous remercier et je dois te remercier, Élodie. Je dois te remercier, Jérémy. Je dois te remercier, Jean-Jacques. Et je remercie évidemment Arnaud et Christophe et toute l'équipe. Parce que cette idée autour des eaux pluviales, on l'a eue. Et en tout cas, Jean-Jacques, Jérémy et Élodie, vous avez été bienveillants avec nous et vous nous avez permis de contribuer à cette matinale et puis à la serrer et à la rendre plus technique. Donc voilà, je vous remercie très sincèrement. Je remercie aussi tous nos partenaires parce que on ne peut pas faire cette matinale sans qu'on ait à nos côtés Frankish, Stradal, Tencat, Xylem, Graph, Cerib. Et finalement, les ateliers ont été, je crois, en tout cas, moi j'en ai animé quelques-uns et vous l'avez remonté, ont été techniques. C'était vraiment de la proposition de solutions, mais il y a eu beaucoup d'échanges et là-dessus, vraiment, je vous remercie. Puis après, il y a eu des échanges de mots-clés. Et puis j'ai vu déconnexion, optimisation, performance, végétalisation ou végétalisée, traitement, pluie courante. Je ne sais pas où on a été, mais je crois que on a ouvert ce débat au sein des matinales. Voilà. Après, j'imagine que on pourra les uns et les autres, vous, collectivité, on était quasiment 250 connectés, continuer le débat. Mais j'ai ressenti en fait un accueil positif dans tout ce qui a été dit, et dans tout ce qui a été présenté. Et ça, je vous en remercie. Et puis, j'entends adaptation, transversalité, passion, complémentarité. Et puis, Christophe, tu dis échange et compréhension. Moi, je dirais terrain. Et parce que les unes et les autres, au travers des plénières que j'ai entendues, au travers des interventions, au travers des échanges, et grâce au soutien de tout le monde, on a été terrain. Et je crois que on a été ouvert. Évidemment, on n'a pas abordé l'ensemble des sujets,
on ne peut pas. Mais je crois, et vous voyez arrive à l'écran un premier nuage de mots, optimisation, évolution, outils, convivialité, ça veut dire aussi relationnel, modélisation, éponge. J'adore ce sujet, éponge, même si je ne suis pas technicien, moi je trouve ça vachement bien. On ouvre ce débat et en tout cas, moi j'en ai été ravi et je remercie aussi toute l'équipe et je remercie Christophe, je remercie Marie, je remercie Juliette, je remercie toute l'équipe au sein d'Idéal parce que vous ne les voyez pas, mais finalement ils sont cachés et ils bossent. Et je te remercie aussi Arnaud parce que c'est notre envie, c'est notre projet et on avance et on fait des choses vraiment, je crois, sympathiques. Et enfin, on a parlé de nos rendez-vous. Vous savez que début mai, les 5 et 6 mai, c'est le carrefour de l'eau. On sera en physique et en hybride. On partagera aussi avec nos relations avec cet outil. Et je vous attends très nombreux. Il y a plus de 250 partenaires qui nous ont donné leur accord et qui sont à nos côtés. Et ça serait bien qu'on puisse se rencontrer tous ensemble dans le cadre des distanciations et de l'organisation sanitaire. Mais on se retrouvera, je crois. Je vous remercie et je crois que les débats vont continuer après. Merci beaucoup. Voilà, j'ai terminé. Mais je crois que je suis le dernier à parler. Donc, je vous souhaite une très belle fin de journée, une très belle semaine. Et puis, à très bientôt. Merci beaucoup à tous. Merci. Merci bien. Merci, à bientôt. À bientôt. Au revoir.